Bonjour à tous. Donc cet atelier sur le bois énergie dans l'économie du bois et de la forêt, avec un zoom particulier sur le tri des bois, que ce soit en forêt ou sur plateforme. On aura deux intervenants qui vont pouvoir témoigner, ainsi que Nicolas Da Silva de chez Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, qui là aussi nous fera un petit retour sur une étude en cours sur justement la pertinence finalement technico-économique du tri des bois. Alors, je remercie Julien Crozat pour son intervention tout à l'heure, parce qu'il a bien introduit finalement une partie des propos que je souhaitais aborder. Si ce n'est que je vais quand même illustrer davantage. Effectivement, l'itinéraire sylvicole vertueux pour sortir du bois énergie, c'est d'abord effectivement de développer et d'accroître l'exploitation du bois d'œuvre, puisque le bois énergie est issu des branches des troncs de moindre qualité qui sont finalement issus des éclaircies, des ouvertures de cloisonnement, des coupes sanitaires ou autres, qui permettent de dégager un volume de bois qui peut être valorisé en bois d'industrie ou en bois énergie. Après, sur une coupe, quand on est sur une coupe de bois d'œuvre, effectivement, on n'a pas tout l'arbre entier qui va pouvoir être valorisé en construction. Et on a toute la partie du houppier qui, finalement, elle, va avoir une destination bois d'industrie ou bois énergie. Puis ensuite, quand on a cette partie, cette grume, ce billon qui part en sillage, il y en a là aussi, une fois de plus, la moitié qui va partir en planches, poutres et autres, en construction, et l'autre moitié qui, du coup, elle, va plutôt être à destination du bois énergie. Alors, sous quelle forme? Ça a déjà été mentionné tout à l'heure. Une partie, effectivement, qui peut partir en unité de granulation sur le bois énergie, puis également sur le bois déchiqueté. Et on va dire que si on peut mettre un chiffre en face de ça, sur la gestion forestière aujourd'hui, la gestion sylvicole, on peut dire qu'un mètre cube de grume aujourd'hui valorisé en sillage et donc en construction va générer environ 1,5 mètre cube de petits bois qui, eux, peuvent partir effectivement en bois énergie. Donc là, j'entends la gestion sylvicole plus le sillage avec les coproduits du sillage. Alors après, effectivement, la vertuosité de ce système, elle a des limites, et ça a été largement abordé précédemment, notamment sur cette question que tout le monde a en tête, hein, des coupes rases de taillis, des coupes définitives, parce que effectivement, ce sont des peuplements qui aujourd'hui ne sont pas valorisés financièrement, hein, autrement qu'en bois énergie, parce que les peuplements ne sont pas forcément les plus propices pour aller sur du bois construction. Toujours est-il, et là je rebondis aussi sur ce que disait Benoît Rachez d'Unisilva, c'est qu'on est dans une phase où on parle de transition écologique, de transition énergétique, où on fait face à des coûts d'énergie fossile qui sont très, très concurrentiels, qui ne sont pourtant pas qui ne participent, on va dire, dans une moindre mesure à l'emploi local. En termes de stockage carbone, même si effectivement on a un bilan carbone sur le bois énergie qui de fait n'est pas zéro, hein, bien évidemment, puisqu'il y a la transformation, enfin l'exploitation, la transformation, etc., mais qui est quand même, on a quand même un bilan carbone qui s'avère plus intéressant d'un point de vue des dégagements de CO2 que d'autres types d'énergie fossile ou fissile. Pour donner quelques chiffres comme ça, hein, pour 10 000 kWh d'énergie, le bois, on va dire, c'est 0,15 tonnes de CO2 émis. Alors, avec un temps de retour de 40-50 ans en fonction des peuplements, évidemment. Sur le fuel, on est déjà à 3 tonnes pour 10 000 kWh, le gaz 2,2, l'électricité 1,8. Enfin, voilà. Donc, effectivement, il faut raisonner la coupe de taillis en se disant qu'il peut y avoir des itinéraires sylvicoles peut-être plus vertueux à l'avenir, et qu'effectivement, il faut développer le sciage et le bois d'œuvre pour avoir plus de rémanents et de connexes pour faire du bois énergie. Toujours est-il que la culture, si j'ose dire, entre guillemets, de coupe de taillis
permet de répondre à une demande de chauffe en énergie renouvelable avec du coup le bois. Alors après, sur la question effectivement du sillage, aujourd'hui, on l'a vu avec le schéma tout à l'heure, qui était intéressant sur effectivement le volume de sillage qui est à peu près constant. Ça ne veut pas dire par contre que la capacité de sillage et des scieries, notamment d'Auvergne-Rhône-Alpes, n'est pas au-delà. C'est-à-dire qu'elles peuvent intégrer aujourd'hui plus de sillage. Après, il y a la question de quelles essences on peut scier, sur quel massif on peut aller. Et là, je vous invite à suivre l'atelier, notamment demain, sur des questions de sortie des bois en milieu de montagne, par exemple. La question de quel type d'essence on va pouvoir intégrer. Là aussi, demain, il y a une question sur la valorisation peut-être du feuillu en construction. Pourquoi pas commencer à raisonner et à rendre un peu plus de notoriété à ces essences qui aujourd'hui sont finalement peu valorisées en construction. Toujours est-il que du coup, si on parle d'emploi, parce que là on est sur la thématique filière bois-énergie dans l'économie du bois et de la forêt, en termes d'emploi, quelques chiffres. La filière forêt-bois, aujourd'hui, c'est 20 000 entreprises, c'est 60 000 emplois, souvent en milieu rural. Donc ça permet quand même de développer et de lutter entre guillemets contre cette disparité, enfin cette opposition souvent qu'on fait rural-urbain. Et ce sont des emplois non délocalisables. Alors, si on zoome sur le bois énergie, ce qu'on note aujourd'hui, c'est que le bois bûche, c'est plus de 700 entreprises en région. Alors, officielles, sachant qu'il y a 60% quand même de la structuration de la filière bois bûche qui reste aujourd'hui un petit peu méconnue. C'est l'équivalent de plus de 1000 emplois. Sur le bois déchiqueté, c'est 180 entreprises et c'est 700 équivalents temps plein. Et sur la production de granulés, c'est 15 voire 16 entreprises d'unités de granulation avec plus de 200 emplois directs. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte quand on parle effectivement de filière bois-énergie dans l'économie du bois et de la forêt. Alors après, bon là, ça c'est un schéma que vous connaissez, c'est sur effectivement le fait que la production de bois aujourd'hui, c'est la première production d'énergie renouvelable en région et en France, avec un fort potentiel de développement, puisque si on parle de complémentarité bois de bois énergie, on a une capacité de sillage qui est présente, on a des entreprises qui sont présentes, la structuration elle est là, et effectivement, je rejoins les propos qui ont été tenus. On peut dire que le bois énergie est structuré, même s'il fait face à certains questionnements sur les valorisations des essences, des bois, les différentes coupes. Toujours est-il qu'on va le voir avec les deux interventions qu'on a là, on a aujourd'hui des manières de trier le bois pour aller vers de plus en plus de virtuosité des chantiers et de dégager le plus de rémunération pour toute la chaîne de production du bois, en partant de l'exploitation pour du bois d'œuvre jusqu'au bois énergie. Et en partant du chantier bois d'œuvre, on peut avoir du tri pour du bois énergie et inversement. On le verra tout à l'heure, on aura quelques explications là-dessus. Et pour finir, sur les métiers du bois énergie, donc on a des métiers de l'amont à l'aval, effectivement. Là, à droite, vous avez un petit schéma, on va dire, de la répartition de l'emploi, de la prospection de l'achat des bois jusqu'à effectivement la livraison en chaufferie. Donc là, c'est le cas de la plaquette forestière, du bois déchiqueté. Et puis, un chiffre intéressant à retenir, c'est que pour 1000 tonnes de combustible bois consommé, de l'amont à l'aval, donc de l'exploitation jusqu'à la gestion et l'entretien de la chaufferie, maintenance, c'est 1,2 emplois. Et c'est 3 à 4 fois plus d'emplois qu'avec des énergies fossiles. Voilà. Donc ça, c'était intéressant juste de recontextualiser finalement la structuration de la filière et de bien mettre en avant qu'effectivement, ce sont des emplois locaux. Et donc là, les interventions qu'on va avoir, on va d'abord partir avec Frédéric Michon, directeur technique de Coforêt, qui va nous présenter d'abord l'entreprise, la coopérative, les différentes activités, et puis faire un petit peu un focus sur le tri des bois en forêt, puisqu'on parlait tout à l'heure de virtuosité du système. On parle d'essayer de valoriser au maximum l'exploitation d'une forêt, d'un chantier, avec le bois d'œuvre, bois énergie, bois d'industrie. Donc, il va pouvoir ici nous en témoigner. Donc, Frédéric Michon, est-ce que vous êtes là? Je ne n'entends pas. Frédéric Michon, est-ce que vous êtes… Il va activer son micro. Ouais, tu le vois, Nicolas, ou pas? Oui, oui, il a été Oui, il me semble que je l'ai vu aussi.
mais je ne le revois plus dans la liste des participants. Est-ce qu'il a été déconnecté à un moment donné? Je vais essayer. Désolé pour cette coupure. C'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure. Peut-être un petit problème de son côté. Ah si, il est là. Je vais activer Est-ce que tu peux activer son micro? son micro Super. si j'y arrive, parce que c'est comme il est sur téléphone a priori. J'arrive pas à activer son micro de mon côté. Donc il faut qu'il fasse une manip. Il est par téléphone ou par, tu m'as dit par... A priori, il y a un petit symbole téléphone qui voudrait dire qu'il a choisi de se connecter au son par le téléphone. À ce moment-là, il faut qu'il active le lien en appelant directement sur la plateforme Zoom ou changer les modalités de connexion, se déconnecter, se reconnecter et choisir de se connecter via l'ordinateur s'il a un micro sur son ordinateur. Voilà. Peut-être qu'on va profiter de ce petit temps de latence pour peut-être rappeler ce que c'est que le comité stratégique Bois Énergie, parce que lors de ces différents ateliers, on n'a pas trop pris le temps de faire cette présentation. Donc le comité stratégique Bois Énergie, c'est un comité régional qui regroupe tous les acteurs de la filière, que ce soit les collectivités, les bureaux d'études, les entreprises, les professionnels de la filière. Et par la simple signature d'une charte d'engagement qui vise à valoriser de façon durable le développement du bois énergie, vous pouvez participer à cette instance qui est co-animée par Fibois et Aura 2E au niveau régional. Nicolas, est-ce Oui. que tu m'entends? Oui. J'ai un bip dans le... J'ai un bip dans les oreillettes là qui... Oui, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est Monsieur Michon. Alors, Monsieur Michon, je l'ai du coup par téléphone avec qui va parler dans mon micro, sauf que j'ai l'impression qu'il y a une tentative de connexion en même temps. Alors, je sais pas. Tout le monde entend le bip là ou... J'ai coupé son micro comme ça. Alors, Frédéric Michon, du coup, c'est bon. Normalement, on va vous entendre. Faites un test. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est bon. C'est bon? Allez. Bon. Eh bien, allez-y. Je vous laisse la parole pour présenter déjà de... Ok, donc excusez-moi, c'est pas de connexion. Ça a marché, mais pas longtemps. Oui, donc Frédéric Michon, directeur technique de la coopérative de forêt. En quelques mots, la présentation de la coopérative. Donc, la coopérative, c'est un regroupement de propriétaires forestiers, enfin de producteurs, mais qu'on appelle plutôt propriétaires forestiers. Donc, nous intervenons en termes de territoire sur deux régions, la région Alpes-Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Nos missions vis-à-vis des propriétaires, nous regroupons un peu plus de 20 000 propriétaires. Donc notre première mission, c'est de les accompagner dans la gestion de leurs parcelles, de leurs forêts, donc en s'appuyant au maximum sur des documents de gestion durable, que peuvent être les plans simples de gestion ou les règlements types de gestion. Donc ça, c'est vraiment le rôle du forestier de faire à la base de la gestion de l'existant et en cas de renouvellement, de repartir sur d'autres types de production. Notre grosse activité, donc, c'est ensuite accompagner concrètement sur les parcelles les propriétaires, donc les travaux de sylviculture dans les premières années de la forêt, et enfin d'assurer
récolte de bois, conforme aux gestions envisagées, et ainsi que la commercialisation des bois. Donc de tous les bois qui peuvent être présents sur les forêts de nos adhérents. Donc c'est multiproduit. Aujourd'hui, nous commercialisons à peu près un peu plus de 600-650 000 mètres cubes de bois, dans toute qualité confondue. Voilà pour la présentation. Par rapport au bois énergie, donc nous avons commencé à produire des premières plaquettes en 2001. Donc voilà, il y a bientôt 20 ans qu'on a commencé à découvrir ce qu'était le bois énergie. Aujourd'hui, on doit faire à peu près 35 à 40 000 tonnes de plaquettes forestières. Donc notre production, par contre, est bien à 100% de la plaquette forestière. Voilà pour la présentation. Et du coup, au niveau du… Alors, si on parle, donc, vous avez parlé de l'approvisionnement, des volumes, et au niveau du tri aujourd'hui, si on parle de tri en forêt, par exemple, est-ce que vous, on peut dire que votre entreprise favorise le tri des bois? Alors oui, bien sûr, de toute façon, on n'a pas attendu le bois énergie pour trier. Hein. La vocation du gestionnaire, du forestier, a toujours été d'abord d'apporter le maximum de valeur ajoutée à sa production. Donc l'objectif premier du forestier, c'est de faire du bois d'œuvre. Hein, nous, on n'a aucune volonté, quelque part le forestier n'a aucune volonté de produire du bois énergie. L'objectif, c'est de faire du bois d'œuvre, quelles que soient les essences, hein, les types de peuplement, et va essayer de conduire les peuplements pour faire cela. Par contre, dans toute exploitation de bois, vous avez différents produits. Un arbre, toutes les parties d'un arbre, toutes les parties n'ont pas les mêmes qualités, hein, soit dimensionnelles, soit qualitatives. Et de toute façon, depuis la nuit des temps, le forestier a dû trier ses produits en fonction des différentes utilisations. Donc nous effectuons ce tri depuis toujours. C'est rajouté donc un débouché possible pour énergie qui de toute façon ne ressemble absolument pas à la qualité bois d'œuvre. Donc encore une fois, on va privilégier vraiment le tri bois d'œuvre au maximum. Et c'est ensuite sur les parties de l'arbre les moins valorisantes que le bois énergie peut apporter une solution de commercialisation. Ce produit bois énergie peut quelquefois, même assez souvent, ressembler en termes de cahier des charges à ce que l'on appelle le bois d'industrie. Le bois d'industrie qui, historiquement, partait dans des usines de panneaux de trituration de papeterie. L'inconvénient dans la région, alors je parle de l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on n'a plus d'industrie de transformation de papeterie ou de trituration de panneaux. On a eu une époque quelques papeteries, notamment dans le Grésivaudan. Elles ont toutes disparu depuis une quinzaine d'années. Donc, l'arrivée de cette filière bois énergie permet aux forestiers d'avoir un débouché nouveau, complémentaire sur ce type de produit. Alors aujourd'hui, il ne concurrence absolument pas le bois d'œuvre, hein, de toute façon. Là-dessus, il n'y a pas un forestier qui va mettre un morceau de bois d'œuvre en bois énergie. Il peut être amené, dans certains cas, à concurrencer un petit peu le bois d'industrie. Mais compte tenu du contexte commercial dans notre région aujourd'hui, c'est plutôt une vraie complémentarité. C'est-à-dire que le peu d'usines qu'on approvisionne en bois d'industrie, on a toujours gardé par contrat d'approvisionnement des volumes réguliers qu'on essaie de développer aussi et de les compléter par un volume de bois énergie. D'accord. Et sur les chantiers directement en forêt, au niveau logistique, au niveau organisation des chantiers, qu'est-ce que ça nécessite finalement? Alors le tri des bois en forêt, donc, encore une fois, voilà, nous on essaie toujours de trier dès le départ les produits, quels qu'ils soient, hein, donc dès l'abattage, d'autant plus aujourd'hui avec des moyens d'exploitation plutôt mécanisés. Donc le tri des produits, que ce soit des différents produits bois d'œuvre ou autres, sont au maximum triés en forêt au moment de l'abattage. Derrière, les bois sont débardés pour mis bord de route et séparés effectivement qualité par qualité pour assurer la logistique sur les clients.
énergie, donc c'est le même principe hein, sur le bois énergie, c'est si possible trié en forêt, éventuellement sur place de dépôt dans certains cas, et donc essentiellement quand même sur la parcelle au moment de l'abattage. La particularité du bois énergie, c'est une particularité qui va être plutôt logistique. Ça ne pose pas vraiment de difficulté de tri hein, sur les parcelles. La particularité, c'est que contrairement aux autres produits, le bois énergie va plutôt, pour optimiser les choses, se transporter avec des camions de type fond mouvant, en privilégiant le flux tendu, hein, c'est-à-dire que pour éviter les coûts, on essaye de partir directement du bord de route en forêt, directement chez les clients. Donc majorité de plaquettes humides, quoi. Alors, pour le bois énergie, donc la difficulté de faire du départ chantier, c'est que contrairement aux autres produits, on a plutôt des camions forestiers hein, pour transporter soit des bois en toute longueur ou du rondin. Donc, ce sont des camions qui sont faits pour aller sur des pistes, sur des chemins, pour accéder aux massifs forestiers. La plaquette se transportant, elle, par des camions de type fond mouvant, ces camions, eux, ne sont pas faits pour accéder dans des chemins forestiers un peu spéreux. Donc, le flux tendu de la forêt aux clients en plaquette est déjà très compliqué. Donc, dans un certain nombre de cas, on n'a pas d'autre choix que de prendre ces bois avec des camions classiques, de les emmener sur une plateforme pour ensuite les broyer et les emmener ensuite dans les chaufferies. Ce qui est un coût énorme, hein, compte tenu de la valeur résiduelle du produit, c'est un coût supplémentaire. C'est le gros handicap, quelque part, logistique de ce produit-là. Mais pour l'essentiel, les bois sont mis bord de route, on essaye de les broyer en bord de route directement dans les champs mouvants. Donc quand c'est en flux tendu, c'est effectivement généralement destiné à des chaufferies qui prennent du bois, on va dire, ressuyé, mais assez humide. Pour les marchés de petites chaufferies, là, on doit atteindre des taux d'humidité et des maîtrisés, surtout, très bas. Donc là, je dirais que systématiquement, le produit passe par une plateforme. D'accord. Et du coup, pour effectuer ce tri, est-ce qu'il y a sur des chantiers, est-ce qu'il y a un volume minimum à avoir pour trier? Pour que justement le coût de revient. Alors, un volume minimum, je dirais que nous, dans notre rôle de coopérative, hein, on essaie de regrouper les gens, compte tenu du contexte de morcellement de la propriété forestière, on intervient uniquement en forêt privée. Donc c'est vrai qu'on regroupe beaucoup de petits propriétaires, puis en moyenne à peu près, je vous rappelle, hein, c'est à peu près 2 hectares, et même en plusieurs parcelles, avec peut-être des peuplements à l'intérieur un peu différents. Donc effectivement, notre quotidien, c'est de gérer des petits lots. Donc on a développé des savoir-faire, hein, c'est un handicap, hein, c'est clair, mais je dirais que ça, c'est relativement faisable de faire. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite sur le volume moyen qu'il faut mobiliser sur un chantier. Après, on va prendre peut-être des décisions logistiques un peu différentes en fonction des produits, enfin de la destination des produits. Donc soit le fond mouvant, et de toute façon le broyeur, on va regrouper des chantiers. Hein, donc en fait, souvent on regroupe les chantiers avec multiples propriétaires pour essayer effectivement d'optimiser toute la logistique de broyage ou de chargement. Mais on ne se fixe pas de volume minimum. Nous, encore une fois, l'objectif premier, c'est d'abord de maximiser la gestion des parcelles. Petite ou grande propriété, peu importe. La récolte du bois ne doit être que le fruit de la gestion. Il y a un moment, effectivement, il faut couper du bois. Et derrière, on va essayer de le valoriser au mieux en essayant d'abord de tirer profit d'un maximum de bois d'œuvre. Et après d'un volume plus ou moins important, hein, selon les peuplements. J'entendais tout à l'heure que vous parliez de taillis, hein, de taillis. Voilà, bon, il y a des coupes où vous avez très très peu de bois d'industrie ou bois énergie. Et puis il y a des types de peuplements où au contraire c'est une grande majorité, voire la totalité du volume. D'accord. Vos interventions aujourd'hui, on est sur quel type de chantier en termes de pente et selon vous, quels sont il y a 2 questions, les enjeux de demain avec des étagements de forêt qui peut-être vont monter avec le réchauffement climatique, de la consommation
de bois pour les chaufferies qui continue de se développer. Sauf qu'on l'a vu, effectivement, c'est la complémentarité quand même aussi bois d'œuvre, bois énergie qui prime. Du coup, pour répondre à tout ça, sachant qu'en plus vous intervenez en milieu privé, si ce n'est le regroupement des parcelles, quels sont, d'après vous, les enjeux pour demain pour continuer d'avoir cette structuration-là et une sortie intéressante de bois énergie? Alors, bon, l'aspect foncier, on ne va pas le régler. Hein. Le propriété sera morcelée encore pendant très longtemps. Mais je dirais qu'on s'habitue, même si globalement, la gestion et surtout l'exploitation en forêt se fait d'abord dans les endroits les plus faciles d'accès. Donc c'est vrai que globalement, quels que soient les produits, le gisement petit à petit va être dans des zones un peu plus difficiles. Donc le morcellement, on s'y est habitué et bon, on essaye toujours d'optimiser. Ce qui est très long, c'est l'animation. Hein. Aujourd'hui, il faut aller chercher des propriétaires qui finalement délaissent un petit peu ou ne connaissent pas du tout leur parcelle, encore moins ce qu'il faut y faire. Donc le plus long, c'est finalement d'aller les chercher, d'aller les convaincre, d'essayer de les pousser à se regrouper. Donc ça, c'est un travail de fond hein, qui est assez fastidieux, mais qui avance petit à petit. Par rapport au bois énergie, bon, aujourd'hui, il y a encore énormément de gisements. De toute façon, on voit bien que les consommations de bois d'industrie ont tendance à diminuer hein, depuis ces 20-25 dernières années. Localement. Donc, la montée en puissance de cette filière-là est importante pour le forestier. La difficulté va être plutôt donc la difficulté logistique. Encore une fois, va être les accès sur les massifs, les dépôts qui permettent de stocker du bois, de le stocker un certain temps. Ça, c'est quelque chose qui choque aussi un petit peu les gens, c'est-à-dire qu'on exploite du bois, on va le laisser sécher 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, surtout en période d'hiver, pour pouvoir atteindre le cahier des charges des clients. Et donc, les gens ont souvent l'impression que voilà, qu'il y a des bois qui traînent, donc comme si personne ne s'en occupait, alors qu'en fait, c'est uniquement des stockages temporaires. Mais avec beaucoup de problèmes de dépôt, hein, donc de parcelles où on est obligé de déposer des bois dans des prairies, enfin, c'est TLD, hein, des infrastructures dans des massifs qui étaient peu exploités parce que peu de bois d'œuvre, mais qui commencent à l'être aujourd'hui avec le bois énergie, sont très très mal structurés, donc très peu de dessertes adaptées au fond mouvant, peu de dépôts, et du coup ça c'est une vraie difficulté au développement. Donc je pense que la principale difficulté c'est l'infrastructure des massifs. D'accord. Donc ça serait le message finalement, dans le cadre des plans stratégiques développés, que ce soit sur des plans climat, des TEPOS ou autres, hein, c'est tous ces documents phares qui orientent un petit peu les politiques stratégiques des territoires, ça serait de plutôt dire l'approvisionnement et le gisement, aujourd'hui, il est là. Par contre, au niveau logistique, effectivement, pistes, places de retournement, etc., d'accès, ça serait plutôt ça aujourd'hui, on va dire, l'enjeu pour sortir du bois énergie? Oui, alors si je vais un peu plus loin, les trois enjeux, donc c'est à la fois l'infrastructure dans des massifs qui, il y a très longtemps, étaient exploités, mais qui ne le sont plus depuis quelques décennies. Donc on a encore du travail à faire pour créer des infrastructures dans des massifs de bois d'œuvre, hein, notamment dans les Alpes. Alors sur les massifs qui sont des massifs que les forestiers ont redécouverts, notamment tous les massifs de taillis, hein, avec des bois de très faible valeur, ces massifs-là ne sont depuis très longtemps pas été équipés, en tout cas ne sont plus équipés de manière conventionnelle pour faire venir les tracteurs d'aujourd'hui, des fonds mouvants, etc. Donc là, il y a encore sur ces massifs-là un grand manque en termes de dessert. Après, les autres enjeux, c'est des enjeux qui, quelque part, concernent un petit peu tous les produits, mais qui n'échappent donc pas à la filière bois énergie. C'est d'aller chercher, d'animer, d'aller chercher des propriétaires, faire rentrer des propriétaires forestiers dans la gestion forestière et dans l'économie. Aujourd'hui, il y a énormément de surfaces, je ne veux pas dire une majorité, mais énormément de surfaces sont aujourd'hui des surfaces un petit peu délaissées. Encore une fois, par des petites parcelles, et qui, quelque part, la production de bois qui s'est faite naturellement n'est ni valorisée, et en plus, pour lesquels on ne renouvelle pas ces peuplements de manière optimale. Après, vous avez évoqué le changement climatique. C'est vrai que l'importance d'avoir
avoir des débouchés pour le forestier en bois d'industrie ou bois énergie est importante et va l'être de plus en plus parce qu'on voit bien qu'on est sujet aujourd'hui à des changements assez radicaux, à des problèmes phytosanitaires qui peuvent arriver. Et donc on peut avoir quand même une quantité de produits importante, donc soit qui va rester en forêt, malheureusement, soit il va falloir trouver des solutions pour les commercialiser. Et là, on va être sur des produits dont la qualité va être amoindrie, avec peu de D'accord. Donc ça, c'est une vraie question. Bon, on n'a pas toutes les solutions. Mais voilà, il y a besoin aussi de créer encore des unités de consommation de bois énergie. Alors moi, je vise plutôt les projets moyens, 5, 10, 15, 20, 30 000 tonnes. C'est des projets qui peuvent être quelque part alimentés avec une notion de proximité intéressante, de territoire, et qui permettent aussi on va dire, de profiter, d'industrialiser quand même le process. Heureusement qu'il y a de la chaufferie industrielle, c'est ce qui a permis à tous les acteurs de l'énergie de pouvoir développer des outils, de l'emploi, de l'activité. Les petites chaufferies sont très intéressantes parce qu'elles valorisent plutôt mieux le produit, c'est-à-dire que le cahier des charges est aussi respectif. Mais il y a besoin de ces marchés-là. On n'a pas forcément besoin de projets colossaux de plusieurs centaines de milliers de tonnes, mais plutôt d'une répartition sur le territoire d'un maximum d'unités moyennes. D'accord. Alors, vous disiez plus restrictif, par contre, au niveau de la qualité, de la granulométrie et de l'humidité, ça, après, plus on est sur des petites chaufferies et plus ça peut être au contraire parfois un peu délicat et il faut avoir un suivi qui soit important. Mais... C'est dans ce sens-là, plus on est sur des petites chaufferies, il y a un cahier des charges. Ah ok, pardon, d'accord, pardon, autant pour moi, j'avais compris l'inverse. Et d'où le fait, effectivement, sur ces petites chaufferies, de travailler à partir de plateformes, tout à fait. en direct forêt. D'accord. Okay. Avec ou sans mélange, donc bon, je laisserai les autres intervenants parler de tri, plateforme, mélange, etc. Nous, c'est du 100% planté forestière, mais pour les petites chaufferies, on passe 100% de ces flux-là passe par plateforme. D'accord, ok. Est-ce que Nicolas, il y a des questions à ce stade? Je demande maintenant parce qu'effectivement, vu qu'on est par téléphone, je ne sais pas si on va pouvoir rester oui, alors, dans cette configuration-là par téléphone jusqu'à la fin. Je ne sais. Je vous transmettrai la question du coup. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Peut-être si une intervention de Florian Malafosse de Solagro qui dit que tendanciellement le bois bûche diminue en consommation. Du coup, est-ce que peut-être une question pour Coforêt, est-ce que vous le constatez déjà et est-ce que finalement ce type de produit va peut-être libérer de la ressource pour le produit bois à plaquettes ou c'est pas si évident que ça? Alors, il y a une question, je ne sais pas si vous avez entendu, du coup je vais la traduire. Il y a une question sur le fait qu'effectivement le bois bûche, par exemple sur le bois énergie, le bois bûche a tendance à diminuer. Est-ce que, alors j'imagine, la performance aussi des poêles et puis les rénovations thermiques, et du coup, est-ce que ce gisement-là va pouvoir finalement être remplacé par du gisement qui irait à destination du bois déchiqueté de la plaquette, c'est ça la question? Est-ce que vous m'avez entendu ou pas? Non, donc j'ai cru comprendre, c'est la diminution du bois bûche par rapport aux plaquettes. Ouais, par rapport au tendanciel peut-être de diminution de la consommation de bois bûche. Est-ce que du coup ça va avoir un impact sur effectivement le positif, négatif sur la plaquette en termes de commercialisation? Bon, aujourd'hui, moi, j'ai pas de chiffres concernant l'évolution des volumes consommés bois bûche. Nous, ce que l'on voit, puisqu'on fait aussi du bois bûche,
pas directement particulier, mais pour alimenter des grossistes. En fait, aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de baisse. On voit une baisse qui est pour moi plutôt due au fait qu'on a des hivers très doux, hein, et donc le besoin en termes de chauffage ou d'avoine baisse. Je pense que c'est plutôt cette chose-là qui impacte le flux. Aujourd'hui, nous, on ne voit pas de difficulté, de transfert de produits, bois bûches ou plaquettes. D'accord. Okay. On a plutôt des aléas de consommation dû à des phénomènes d'hiver très doux, d'une année à l'autre. Couplé aux appareils performants et aux rénovations. En plus, voilà, tout à fait. Hein. Ouais. Okay. Et encore une fois, le forestier ne se pose pas trop la question de dire je préfère faire de la plaquette ou du bois bûche. L'approche, encore une fois, elle est vraiment elle peut être technique à un moment donné, le choix peut être technique, mais de se dire comment je valorise mieux encore mes produits. Globalement, que ce soit le bois bûche, dans certains cas, se valorise mieux. Surtout, par contre, on est quand même sur des types de peuplement à base de chêne ou de hêtre. Ce qui va être destiné aux plaquettes, aujourd'hui, est plutôt sur des essences qui sont moins valorisées, voire pas du tout en bois bûche. Hein. Je pense au châtaignier. Vous êtes face à un peuplement de châtaignier, c'est clair que vous ne faites pas de toute façon de bois bûche, parce que personne ne va les acheter. Donc là, vous allez plutôt les destiner sur le marché de la plaquette. Une intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nico? Oui. Une intervention, oui. De Nelly Lafaille de l'ADEME, qui montre, qui fait état des études qui montrent une stagnation des consommations du bois bûche, notamment vu les hivers doux qu'on rencontre, mais également avec le changement des appareils individuels de chauffage au bois et d'isolation des bâtiments. Par contre, visiblement, ce transfert se fait plutôt vers le granulé que vers la plaquette. C'est tout pour les interventions. Peut-être que Florian Malafosse peut prendre la parole également. Oui, alors est-ce que vous m'entendez? Alors attendez, je vais essayer de mettre le... Ouais, on a Allez-y. Vous m'entendez là du coup? Oui. Ok, oui, mon intervention, c'était juste à un moment dans la présentation, il a été dit qu'on était sur un tendanciel d'augmentation du bois énergie. Nous, ce qu'on a constaté par une étude qu'on a fait pour le compte de l'ADEME, donc l'étude bois domestique qu'on a produit en 2018, selon la même méthodologie qu'une étude en 2012, on avait une baisse de l'ordre de 20% de la consommation de bois bûche, avec certes un petit report sur le granulé, mais qui est loin de compenser. Et en fait, surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est sur les zones rurales, c'est plutôt la typologie d'utilisation de bois bûche, notamment sur les populations agricoles un petit peu vieillissantes, où il y a un vrai renouvellement de cet usage du chauffage. On va avoir des rénovations qui vont passer sur des systèmes de chauffage central, alors qu'on avait avant des grosses consommations de l'ordre de 20 stères par an. Donc effectivement, c'est beaucoup l'efficacité des procédés qui justifie cette baisse de bois bûche. Mais au global, nous, ce qu'on voit, c'est que cette baisse, elle n'est pas compensée par l'augmentation du bois énergie, même en intégrant la plaquette et tout, et on est sur des baisses qui sont vraiment structurantes. Donc effectivement, il y a un questionnement sur la ressource qui avant partait en bois bûche, comment est-ce qu'elle peut être captée éventuellement sous d'autres formes de bois énergie. Et on ne le voit pas tellement dans les circuits professionnels de bois bûche, parce que comme on a un phénomène de structuration de cette filière, les circuits pro de bois bûche ont plutôt tendance à voir leur volume augmenter, ce qui est tout à fait pertinent. Mais voilà, on a quand même, nous, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a plutôt une baisse de prélèvement de bois énergie de manière globale. Ce que ça sous-entend, c'est peut-être que le marché informel, qu'on ne voit pas statistiquement quand on interroge les entreprises, c'est lui qui pâtit le plus de cette baisse. Oui, tout à fait. Ok. Mais du coup, c'est compliqué de réutiliser cette ressource dans les marchés plus formels parce qu'on n'est pas sur le même type de propriété, pas du tout le même type de circuit. On aurait globalement des prélèvements plutôt en baisse.
Ok. Merci pour ces compléments. Du coup, je vais peut-être libérer Monsieur Michon au téléphone parce que c'est pas évident là de gérer l'ordi et le téléphone. Je vous remercie Monsieur Michon pour ce témoignage et on va passer à un second témoignage, celui de Monsieur Digard de la société Lélie Environnement, donc collecteur recycleur sur l'Isère, qui va nous exposer justement comment on opère le tri, mais cette fois-ci pas en forêt, mais sur plateforme. Et donc là aussi, participation à la structuration de l'approvisionnement en bois énergie. Monsieur Digard, est-ce que vous nous entendez? Je crains avoir le même problème puisqu'il m'a envoyé un message en me disant que la connexion n'était pas bonne. Nicolas, est-ce que tu le vois ou pas? Alors, comment tu dis, c'est donc monsieur… Sébastien Digard. Oui, oui, il est là. Je vais essayer d'activer son micro. J'y arrive pas. Je peux pas tout faire avec… mais a priori, il y a un micro. Ah voilà, ça y est, il est ouvert. Est-ce que tu as quelque chose, Nicolas, ou pas? Sinon, je vais essayer de Il l'appeler vient de par se téléphone, je vais faire déconnecter. la même chose. Il vient de se Bon, déconnecter. on va y arriver. Décidément, tu n'as pas de chance avec… Bah écoute, c'était toi lundi et puis c'est moi aujourd'hui. Je vais essayer de l'appeler. J'en profite du coup pour meubler utilement en vous informant que vous avez aussi la possibilité, si vous ne l'êtes pas déjà, de souscrire à la newsletter Bois Énergie régionale en allant sur notre site internet dédié aux énergies renouvelables, le site d'Ora 2E, dont je vais vous mettre l'adresse tout de suite dans le chat, ce qui vous permettra d'être informé des nouvelles des uns et des autres sur voilà, la structuration de la filière, sur les événements organisés par le CSBE, par les partenaires, les formations, notamment en perspective une formation organisée par l'ASDER et le PEB pour la conduite des petites chaufferies bois à la rentrée, il me semble. Alors, Nicolas, je te coupe. Merci de combler en attendant avec des informations importantes. Normalement, Monsieur Digard nous entend via l'ordinateur. Par contre, il va nous parler via le micro du téléphone. On s'amuse. Donc voilà, il est là, il nous entend. Donc bonjour monsieur. Du coup, peut-être qu'on peut commencer d'abord. Je vais activer, avancer l'écran. Voilà, donc Sébastien Digard, responsable qualité, sécurité, environnement chez Lélie Environnement. Et du coup, je vous laisse déjà vous présenter et puis présenter l'entreprise. Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors, est-ce que vous l'entendez? Oui, on l'entend. Oui, c'est bon, parfaitement. Alors, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, la société Lélie est une société indépendante spécialisée dans la collecte et le traitement du déchet, globalement. Donc, on fait cela sur le secteur de Grenoble depuis à peu près une centaine d'années et on débute sur le bois énergie via le déchet, et notamment le bois A, qu'on appelait à l'époque le SCD aujourd'hui, par celui-là. Et donc, depuis 25 ans, nous livrons des chaufferies soit sous forme de bois SSD, soit sous forme de bois briquettes forestières. Et pour cela, nous disposons, comme vous pouvez voir sur la photo 1, là, sur un site type Écopole, où on a toutes nos activités de traitement et valorisation des déchets dans le bois. Et pour cela, on a plusieurs matériels, broyeurs, cleaners et bien sûr hangar pour stocker le produit.
Et du coup, sur le bois forestier, alors, comment vous fonctionnez? Où est-ce que vous trouvez le bois? Alors le bois forestier, pour nous, arrive sous deux formes, comme pour n'importe quelle plateforme, parce qu'en fait, nous ne sommes pas du métier du bois. On n'achète pas le bois sur pied, mais directement il arrive sur plateforme, donc soit sous forme brune, soit sous forme plaquette. Pour cela, on a essayé de faire des partenariats avec les exploitants, les gens qui sont du métier du bois, pour qu'ils puissent nous rencontrer sur la plateforme de Saint-Quentin-sur-Terre. Donc, on a à peu près actuellement une vingtaine de partenaires qui soit sous forme d'exploitants en direct, soit des fois des gens qui sont des négociants ou des transporteurs. Voilà, donc on accepte sur le site tous ces sortes de bois, y compris aussi ce qu'on appelle les connexes de scierie. D'accord. Donc sciure, écorce, culé issu de course. D'accord. Et l'approvisionnement, du coup, essentiellement département, hein? Oui, alors, il y a le transport aujourd'hui qui est quand même bloquant, donc en gros, la zone de chalandise, c'est une cinquantaine de kilomètres autour de notre site. D'accord. Ok. Et alors vous, sur l'entreprise, du coup, est-ce que, comme pour Coforêt qui vient de le présenter, est-ce que votre entreprise permet aussi du coup de favoriser le tri? Alors on le devine avec déjà vos propos, hein, des différents gisements, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le tri du bois? Oui. On est un peu comme la perspective de Coforêt. On essaie de trier, on fait trier en amont, bien sûr, les entreprises. Déjà, au départ, quand on s'est lancé, on a récupéré essentiellement les chutes et tout ce qui n'était pas bois d'œuvre. Donc, pour essayer de les broyer et de trouver donc, par les chaufferies industrielles, puis après les petites chaufferies collectivités, la mise en place donc, de plaquettes forestières. Ça, c'était un second temps. Au début, c'était surtout un bois déchiqueté, on alimentait les chaufferies industrielles. Et c'est vrai qu'on a commencé à inciter les exploitants par le partenariat qu'on pouvait avoir avec eux, de faire venir le bois sur notre plateforme afin de travailler. Et donc, comme on pouvait le voir sur les photos, on essaie déjà d'essayer de le tripler et avoir un produit final qui soit à peu près constant en termes de granulométrie d'humidité. Est-ce qu'en fonction des types de produits forestiers obtenus, vous faites aussi sur plateforme ce tri en fonction des différentes granulométries, justement? Alors, quand on achète directement via un exploitant, il nous amène ce qu'il a, lui, débité et en fait, tout ce qui a été bois d'œuvre a été vendu et nous ramène ensuite la suite, donc tout ce qui est bois d'industrie ou bois pour le déchiquetage. Ensuite, sur la plateforme, en règle générale, nous, on l'accepte en l'état, sauf si, bien sûr, le bois est non conforme vis-à-vis de la qualité, on va dire surtout le diamètre des billons. Puisque c'est vrai qu'un bois qui serait beaucoup trop petit pour nous, avec les déchiqueteuses que nous avons, pour une production de films plus importante. Donc après, en termes de qualité du produit sortant, oui, on se retrouve un peu, on va dire, un petit peu pénalisé. D'accord. Alors du coup, là, vous commenciez d'en parler. Entre du coup, peut-être l'approvisionnement pour les grosses chaufferies, les petites chaufferies, il me semble que c'est la diapositive d'après. Au niveau Alors, là, pour ce qui est en fait, si vous voulez, sur notre plateforme, on a bien deux flux distincts. Le foie, à la fois le bois de forêt et le bois d'emballage. Et on va dire 90% du bois de forêt vont aujourd'hui en petite collectivité. On a des grosses. Mais les industries ont plutôt tendance à prendre du SSD ou un mix SSD plaquette forestière. D'accord. En fait, si vous voulez, par un presse intérieur pour le moment, une fois que ce bois est broyé, on passe par un crible, on va enlever la fine et les queues d'échiquetage. La partie donc intermédiaire aujourd'hui qui va être orientée sur nos hangars qui possèdent en fait des échangeurs qui
viennent récupérer la chaleur de la valorisation de gaz du centre de stockage. Donc clairement, on a on va dire, il y a une complémentarité entre toutes nos activités, puisque le stockage de déchets qui occupe une partie de notre site, on récupère le gaz, on le valorise en électricité, et sur les pots d'échappement des rejets de cheminée, on récupère la chaleur pour pouvoir sécher le bois. C'est ce que vous avez là actuellement à l'écran. D'accord. Donc, ce qui nous permet pour nous d'avoir un produit à peu près sur l'année constant en termes d'humidité. Ça, c'est pour essentiellement les petites et moyennes chaufferies. D'accord. Est-ce que vous avez vous faites partie de Chaleur Bois Qualité Plus? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un gage de qualité? En fait, on a adhéré au départ via les plaquettes forestières. Ça nous a un peu apporté, on va dire, une façon de travailler qui soit à peu près standardisée. Et nous donner un petit peu, il y a 25 ans, c'est vrai, quand ça débutait, il y avait pas mal de choses qui se faisaient, et ça nous a permis un peu d'essayer de se trouver un cadre et une procédure de travail qui nous permet d'assurer une qualité du produit. D'accord. Et avec l'évolution de la réglementation, le CSD s'est venu s'intégrer au sein de CPQ+, et on a donc continué le partenariat qu'on a avec l'association. D'accord, ok. Et du coup, donc vous parliez tout à l'heure de SSD. Du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus comment vous procédez pour le travail de recyclage, comment vous êtes organisé et pour avoir un produit fini type SSD? Donc le SSD aujourd'hui date déjà depuis quelques années, avec des contraintes réglementaires sur le produit fini. Donc pour cela, ça a été mis dès le départ, c'est-à-dire dès la réception du bois. Tout dépôt de bois type emballage est soumis à une demande préalable. C'est-à-dire qu'un client, quand il vient nous voir pour récupérer son bois type emballage, on lui demande de s'engager sur l'année à une quantité, mais surtout à une qualité. On va lui expliquer que certains types de bois ne pourront pas être compatibles avec notre produit final. Et là-dessus, il s'engage sur cette qualité. Sachant que, comme on assure la collecte de ces bois, c'est-à-dire ce sont les chauffeurs qui viennent chez le client récupérer les bennes, on a déjà tout de suite une vision sur la qualité au départ du client. Et si ça ne correspond pas, on le sait tout de suite. Donc, soit le bois est déclassé et partira sur une filière autre que la valorisation en chaufferie, soit la benne est refusée. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois que le bois est sur notre site, on va directement le broyer et l'affiner. L'affinage va consister en fait à le déferrailler, sortir les non ferreux, le criper. Là aussi, on va enlever la fine et l'étudier que déchiquetage. Et c'est un produit qui va être en gros compris entre 5 et 100 mm, qui va donc partir en chaufferie directement, là, avec ou sans plaquettes selon les clients. Sachant que cette année, et puis on voit qu'aujourd'hui, la qualité et l'humidité est en fait le nerf de la guerre sur ces produits qui sont en plaquettes forestières ou en SSD. On augmente nos capacités de stockage bâchées pour pouvoir essayer de répondre au mieux à la demande. Sachant qu'il est vrai que les remarques qu'on a pu avoir lors de différentes interventions, les saisons chaudes se réduisent d'année en année, ça commence plus tard, finissent plus tôt avec le réchauffement. C'est vrai qu'on se retrouve avec une période qui est beaucoup plus courte. Et on constate nous aussi au sein des deux flux, à la fois les plaquettes forestières et à la fois du SSD. Très bien, mais écoutez, on a fait le tour de votre activité là sur les produits forestiers et puis le SSD. Est-ce que au terme de présentation, vu qu'on est encore au téléphone, est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Digard? Oui, j'ai une question de Monsieur Paulier de Woodstack qui me demande s'il peut donner le volume de production de plaquettes séchées par an qui est commercialisé, je suppose. Pour nous concernant, je vais vous donner les chiffres de beau, on gère
fait donc 50-55 000 tonnes de bois forestier et en gros 20-25 000 de bois de classe A type PCD. Oui, on vous a entendu. Je sais pas si ça coupe sans arrêt. Donc, est-ce que Nicolas, vous avez... J'ai fait une erreur, c'est 55 000 de classe A. Je vois qu'il y a sur la discussion, oui, excusez-moi, 55 000 tonnes de bois A, type SSD, 20 000 tonnes de grumes, bois forêt, et le restant étant le bois B. Ok. Quand vous dites bois B, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce gisement-là? Alors, le bois B, c'est le bois qui est donc activé ou pas, sachant que quand on récupère le bois SSD aussi en déchetterie, ce bois est trié où on sépare le bois non activé et du bois B. D'accord. Donc ça, par contre, le bois B suit une filière tout autre, qui est souvent la fabrication de panneaux de particules. Oui, on en a parlé tout à l'heure, justement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Peut-être qu'on aura par la suite. Surtout que M. Digard, vous restez, du coup, vous pourrez quand même entendre. Je vais quand même couper le téléphone pour des raisons de praticité. Et par contre, vous pouvez continuer de suivre du coup sur l'ordinateur. Donc, si vous souhaitez réagir en cours de route avec le chat, n'hésitez pas. Pas de problème. Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci. Alors, je prends la suite. Du coup, pour clôturer, on va dire, cette thématique sur le tri des bois en forêt, Nicolas Da Silva, si tu m'entends, va intervenir sur justement une étude en cours sur différents types de chantiers, mais il vous en dira plus, sur la mobilisation du bois énergie et sa pertinence, enfin la pertinence du tri sur ces différents types de chantiers. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? On t'entend. Oui, très bien. Donc, comme je viens de vous le dire, donc moi, je suis également chargé de mission au sein de l'Interpro FIBO Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, je vais plus donner écho à ce qu'a fait Monsieur Michon de chez Ecoforêt sur le tri des bois, mais en forêt. Et donc, en gros, on a bien vu là, avec tous les échanges de ce matin que le tri des bois, que ce soit quand on a un chantier d'exploitation bois d'œuvre, c'est une réalité. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Beaucoup d'exploitants vous diront également que du tri des bois, c'est même une nécessité pour essayer vraiment de rendre des chantiers rentables économiquement. Et donc, nous, pour essayer au niveau de l'interprofession et avec le réseau d'interprofession régionale, on a décidé donc de réaliser une étude technico-économique justement sur ces aspects de tri des bois en forêt pour essayer un peu d'étayer et avoir vraiment des éléments tangibles qui permettent vraiment d'illustrer que le tri des bois, c'est réalisable, mais également le tri des bois, c'est une réalité actuellement. Et surtout, ça a vraiment beaucoup d'intérêt, notamment économique, pour les acteurs. Donc, les objectifs principaux, c'est donc de disposer de données techniques et économiques sur la mobilisation du bois énergie avec la réalisation de tri, notamment avoir des données précises sur tout ce qui est lié à la préparation des chantiers, à la réalisation des chantiers et à la fin, donc, la valorisation des chantiers bois énergie et les autres aspects de valorisation qui sont liés. Le deuxième objectif, c'est de déterminer, c'est peut-être même le plus important, à partir de quelles conditions technico-économiques un tri des bois peut s'envisager en forêt. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants, parce que ça peut varier en fonction du peuplement, en fonction des conditions d'accès, de la valorisation qui est ciblée, mais également la quantité de bois qui va pouvoir être mobilisée sur le chantier.
Et enfin, donc, porter tous ces éléments-là à la connaissance des acteurs. Donc, les professionnels vous diront, bah oui, bah, forcément, nous, Bois Énergie, on fait du tri des bois, il n'y a pas de souci. C'est notre quotidien, c'est ce qu'on fait quotidiennement. Mais on va essayer également de leur donner un éclairage, parce qu'il y en a peut-être certains qui ne le font pas encore, sur notamment les organisations de chantiers, leur choix des chantiers sur lesquels on peut faire du tri des bois. Et également donner aussi beaucoup d'éléments de compréhension au grand public et aux élus, aux collectivités, qui justement parfois peuvent, quand on voit une coupe à blanc, une coupe rase, on peut penser en fait qu'on exploite une forêt exclusivement pour faire du bois énergie, mais pour les rassurer sur le fait qu'en fait on a tout intérêt à faire du tri, et c'est exactement ce qui se fait en forêt. Je veux bien que tu passes le diapo d'après. Donc, je vais juste vous présenter très rapidement la méthodologie qu'on a suivie. Donc, la première étape, ça a été d'identifier des chantiers d'exploitation. En fait, on voulait des chantiers d'exploitation sur lesquels, en fait, c'était majoritairement du bois énergie qui était prélevé, mais sur lequel, en fait, il y a du tri des bois qui est opéré. Et finalement, cette opération-là d'identification de chantier, elle n'a pas été simple, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on cherchait des chantiers, on est plutôt tombé sur des chantiers d'exploitation bois d'œuvre sur lesquels il y avait un tri des bois, mais pour justement produire un peu de bois énergie qui était opéré. Donc, ce n'était pas forcément très, très simple. Mais en tout cas, on a réussi quand même à trouver des chantiers, notamment d'éclaircies de résineux, sur lesquels, en fait, il y a une grande partie qui était destinée, compte tenu des qualités, à du bois énergie, mais sur lesquels il y avait quand même du bois pour faire du bois d'œuf, pour faire de la fermette ou de l'emballage, voire aussi un peu de bois de trituration. On a également identifié des chantiers de feuillus sur lesquels en fait, on a du tri pour faire du bois de chauffage, mais également pour réaliser du piquet. On a également trouvé des chantiers sur lesquels on avait donc des peupleraies qui ont été récoltés, sur lesquels donc, on fait du bois de déroulage avec les plus beaux bois, mais pour ceux qui ont de moindre qualité, on pouvait les faire passer en bois énergie. Et en gros, on a essayé de trouver des chantiers d'exploitation qui étaient vraiment à majorité bois énergie, mais sur lesquels on a vraiment vocation à faire du tri pour aller essayer de valoriser au mieux la parcelle. Au niveau de... Non, tu peux rester, s'il te plaît. Sur la méthode, donc, ensuite, donc, on a essayé pour chacun de ces chantiers d'avoir une espèce de carte d'identité bien précise du chantier pour avoir toutes les informations nécessaires à ses difficultés, par exemple, de réalisation, notamment à l'accès à la coupe, à la place de dépôt, les conditions d'exploitation, si elles étaient en pente, est-ce qu'il y avait une portance du sol qui était suffisante, quels étaient les peuplements qui étaient en présence sur la parcelle, notamment quel était le traitement du peuplement qui était prévu dans le document de gestion, l'âge du peuplement, quels sont les produits bois qui étaient prévus au final, et également les conditions donc, de débardage qui étaient prévues. Et donc à chaque fois, pour chacun de ces chantiers, on a demandé aux entreprises qui réalisaient les travaux de vraiment faire un reporting quotidien pour vraiment avoir des informations très précises sur le temps effectif de travail, le temps et les coûts liés à la maintenance notamment également les coûts liés au plein, etc., pour vraiment avoir toutes les charges qui sont liées à ces chantiers d'exploitation sur lesquels il y avait du tri des bois d'opérer, pour qu'on puisse après les mettre en parallèle avec le coût de vente des bois et voir en fait si vraiment ces chantiers ils étaient économiquement, donc à la fois en Auvergne mais également en Rhône-Alpes, et on s'est appuyé donc sur toutes les interprofessions départementales, donc que sont Fibois Ardenne-Droche, Fibois Isère, Fibois Loire et Fibois Rhône. Et donc l'idée c'était d'avoir une représentativité de tout le territoire, mais également des différents peuplements qui peuvent exister au niveau de notre région. Je peux te laisser passer la diapo d'après, s'il te plaît. Et donc, en plus de ce suivi, on va dire, technico-économique, on a également fait un suivi visuel des chantiers. Alors, l'idée, comme vous pouvez le voir sur la première série de photos, c'est de prendre à des points précis au sein de la parcelle des photos en début d'exploitation, mi-exploitation et fin d'exploitation. Donc, ça a un intérêt limité si on s'arrête là. Et nous, l'idée, c'est de revenir à chaque fois sur chacun de ces chantiers pour reprendre des photos par la suite. Pour notamment voir, quand on voit une coupe rase, par exemple, comme c'est le cas sur la photo de fin d'exploitation,
de voir qu'en fait, après, donc, il y a soit une régénération naturelle de la forêt, soit une replantation. Et donc, c'est pour montrer en fait que après une opération de coupe à blanc, qui est finalement qu'une étape de la sylviculture, la forêt reprend ses droits et on va renouveler le cycle et on va pouvoir revoir pousser des arbres. Et donc, il y a une continuité dans la gestion forestière. Et donc la photo de droite, c'était juste pour vous montrer un peu les différents dépôts qu'on peut avoir. Donc là, il y a l'état de bois d'œuvre, bois d'industrie et également le bois énergie qui est le tas qui était en dernier. Donc là, je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus sur un chantier qui a été suivi dans la Drôme, donc par Fibois 0726. Donc c'était un peuplement de type taillé sous futaie avec des âges différents. C'était une coupe rase qui a été réalisée, donc la surface était 1,3 hectares, c'est assez courant, c'est à peu près ça qu'on retrouve couramment au niveau des propriétés forestières privées notamment. Donc là, on avait du châtaignier majoritairement, mais également d'autres feuillus comme le chêne, robinier et hêtre. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une coupe à blanc qui a été réalisée. Julien, je te laisse passer la diapo d'après. Et donc, sur ce chantier-là, on a essayé d'analyser toutes les charges qui étaient liées au chantier. Donc, tout d'abord, la prospection. Donc, c'est déjà du temps à passer sur la parcelle pour aller visiter et faire une offre de prix. Ensuite, il y a vraiment le coût d'achat du bois sur pied qui a été pris en considération. Également, la préparation du chantier. Donc, il faut savoir que quand on fait des chantiers d'exploitation, il y a un temps de préparation, notamment pour mettre en conformité réglementaire le chantier. Ensuite, donc, il y a toutes les opérations là, vraiment d'exploitation qui débutent donc, avec l'abattage. Donc là, on a pris en considération à la fois le temps passé, le coût forcément, l'amortissement des matériels, etc., mais également le coût de carburant et le coût de maintenance préventive et curative qui ont été nécessaires pour réaliser l'abattage des bois. Pour le débardage, la même chose. On a pris également le temps passé plus les différents frais de carburant. Ensuite, donc là, dans notre cas, comme c'était une cisaille, toute la partie tri et ébranchage s'est fait après avoir réalisé enfin pas le débardage, mais en tout cas l'abattage. Donc c'est pour ça qu'il y a l'étape d'ébranchage qui est là. Donc c'est vraiment celle-là qui a été l'étape de tri. Et enfin, donc, il y a encore un temps à passer en forêt pour la réception du chantier. Donc, quand on a mis à jour tous ces charges-là, tous ces coûts-là, on les met en perspective avec le prix de vente des différents produits. Donc, dans ce cas-là, il y a eu trois types de produits qui ont été générés, donc du bois énergie, du bois de chauffage et du piquet. Et donc, on confronte ça à un cas où on aurait vendu tout en bois énergie pour voir en fait un peu le gain qu'a permis le fait d'avoir fait du tri. Je te laisse passer la dernière. Donc, sur le bilan de ce chantier, on se rend compte que donc on a tout ce qui est en jaune. Donc, si vous prenez le graphique de droite qui est rond, ça récapitule les différentes charges qui sont liées au chantier. Donc, en bleu, c'est l'achat de la coupe. La gestion du chantier qui est en jaune, ça reprend, comme je vous ai dit, la prospection, la préparation et la réception. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui est vraiment l'exploitation forestière proprement dite, donc l'abattage et le débardage. Et la partie orange, c'est le tri des bois. Donc, on se rend compte que le tri des bois, ça représente 2,5 jours de travail et ça représente 17% des charges liées au chantier. Maintenant, si on bascule sur vraiment qu'est-ce que ça a permis à générer comme recette ce chantier, donc en gros, si on était passé sur du 100% valorisation en bois énergie, on aurait donc eu, on va dire, une base 100 de revenus. Et le fait d'avoir trié et donc d'avoir pu vendre à la fois du bois de chauffage et également du piquet, ça a permis de générer, grâce à cette opération de tri, 20% de valeur en plus au lot bois qu'on va pouvoir commercialiser. Et donc, si on prend le graphique qui est en bas, c'est un graphique qui permet en fait de montrer en extrapolant ce qui s'est passé sur ce chantier test. Donc dans ce cas-là, en fait, comme je vous l'ai dit, sur un peuplement en taillis sous futaie qui est exploité en coupe rase, en dessous de 15% de bois de type bois d'industrie et bois d'œuvre par hectare sur cette parcelle-là, ça n'aurait pas forcément été rentable de faire le tri des bois. Voilà. Donc cette étude-là technico-économique, elle est en cours, comme je vous l'ai dit. Là, c'est vraiment, je vous ai donné juste les chiffres d'un seul chantier. Donc, en gros, il y a une fiche, on va dire, bonne pratique
qui va être réalisé, qui sera communiqué, qui sera disponible notamment sur les sites des interpros qui auront participé. Et vraiment, on a vraiment envie de communiquer sur le fait que le tri des bois, ça se fait. Pour ceux qui ne le font pas, leur montrer que c'est techniquement et économiquement pertinent de le réaliser. Et ce qu'il faut juste aussi rappeler sur ce tri des bois, c'est qu'en fait, il faut déjà quand même que l'entreprise qui exploite et qui va essayer de diversifier son débouché et ne pas faire que du bois énergie, il faut quand même que déjà elle a des débouchés en amont. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire que du bois énergie et vous faites 100% du bois énergie sur vos parcelles et que demain vous voulez vendre du bois de chauffage, du piquet, voire même du bois d'œuvre, il faut que vous ayez en face de vous des marchés qui vont pouvoir accueillir votre production, parce que sinon vous allez vous retrouver avec du bois sur les bras, avec un surcoût de tri et en plus pas de la valorisation qui va avec. Voilà. Donc voilà pour ma partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc comme je vous ai dit, donc là c'était un seul cas de figure et en fait on va avoir un certain nombre de cas qui seront représentatifs de ce qui se passe au niveau de notre territoire régional et on va pouvoir communiquer sur ces éléments-là pour montrer des bonnes pratiques et puis donner envie à ceux qui ne le font pas encore de faire du tri, de ceux qui sont inquiets sur le fait qu'on fait de la gestion de la sylviculture uniquement pour faire du bois énergie, leur prouver que ce n'est pas vraiment le cas. Et voilà tous les éléments qui vont permettre de réconcilier, on va dire, le bois énergie avec les autres usages du bois, malgré qu'en fait, pour l'instant, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là, au niveau de la région. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Nicolas pour ton intervention. Est-ce qu'il y a du coup des questions par rapport à… Non, alors pas de questions pour l'instant sur le chat. Ouais. Je vais peut-être poser une question voilà, sur ce tri des bois. Est-ce qu'on a une idée de la proportion d'entreprises de travaux forestiers qui font ce genre de choix-là? En fait, c'est plutôt l'exploitant qui Ouais. fait le choix en fait, de trier. Parce qu'en fait, l'entreprise de travaux forestiers, donc l'ETF, vraiment qui va faire la prestation, lui, s'adapte un peu à ce que va lui demander son donneur d'ordre. Et justement, moi, au niveau des entreprises, on n'a pas moi, j'ai pas de chiffres à donner sur quelle est la part d'entreprises qui exploitent des bois, qui font du tri des bois. Mais en gros, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en fait, c'est relativement difficile de trouver des entreprises qui exploitent des parcelles à majorité bois énergie. Déjà, j'ai trouvé ça assez dur à trouver, de ce genre d'entreprise. Et à côté de ça, c'est qu'ils font des chantiers de tri des bois, majoritairement pour faire des chantiers d'exploitation forestière sur lesquels c'est majoritairement du bois énergie qui va être réalisé. Elles font quasiment toutes du tri parce que, en fait, on se rend compte que économiquement, la valorisation du bois énergie est relativement faible et que si on arrive même à faire du bois à bûche plutôt que du bois déchiqueté, ça en vaut quand même la peine. Après, comme je l'ai montré avec une extrapolation sur ce chantier-là, si on a par exemple, si on a 2 ou 3 arbres sur la parcelle qui seraient valorisables en bois d'œuvre, honnêtement, ça ne vaut peut-être pas le coup de faire du tri des bois parce que de toute façon, il va falloir mobiliser un camion pour venir le chercher, etc. Et ça sera totalement économiquement pas viable. Mais en gros, c'est ce qu'on expliquait, s'il y a 10 à 15% sur la parcelle de bois d'œuvre ou en tout cas de bois d'industrie, ça vaut le coup vraiment de réaliser cette opération de tri, quoi. Du coup, j'ai une petite question supplémentaire. Est-ce que l'arrivée qu'on a vue comme technologie, à savoir le LIDAR, qui va peut-être permettre de mieux qualifier sans se déplacer sur la parcelle les qualités et possible valorisation des massifs et des ressources forestières, est-ce que ça va peut-être permettre aux exploitants de se dire qu'effectivement, ils peuvent envisager un tri de bois sur une parcelle sans… Enfin, C'est sûr que si on a une prédiction de ce qui va se passer sur la parcelle
et qu'on montre qu'il y a un tri des bois, enfin en gros qu'il y a différentes qualités de produits qui vont pouvoir être sortis, ça va être encore, si on arrive à prédire ça à l'avance, ça va rendre encore le tri des bois encore plus facile à mettre en œuvre et encore plus pertinent. Et donc là, ça sera tout. Mais je ne sais pas si on en est encore là et dans combien de temps ça sera mis en place. Mais je pense que oui, ça sera forcément très très bénéfique pour ce tri des bois en forêt. Et encore une autre question, est-ce que le mode de vente influe évidemment sur la pratique du tri des bois? Évidemment, mais Le mode de vente, excuse-moi. vente trier bord de route ou bois sur pied. Là, le chantier dont je parlais, c'était vraiment un euh, tri bois bord de route. Hein. En gros, on a trié les bois une fois qu'on a abattu qu'on a fait la récolte du bois. Donc, et donc le tri des bois en prédiction sur pied, je ne sais pas si c'est faisable. En tout cas, ce n'était pas l'objet de cette étude-là. Ok, j'ai pas d'autres interventions. Euh, Côté chat, c'est calme. Et moi, je remercie les trois intervenants. Et du coup, j'ai trouvé que la matinée incomplète, hein, les deux ateliers étaient assez riches, où on avait une vision assez transversale finalement, avec une multiplicité d'acteurs pour parler justement des projets de chaufferie et puis des approvisionnements. Alors moi, ce que j'ai retenu un petit peu, c'est que bon, on va dire que le gisement, il est présent. Après, il y a beaucoup de questions et là, il y a une unanimité là-dessus sur les enjeux pour gérer les types de peuplement et d'essence qui ne sont pas toujours valorisables en bois d'œuvre et qui partent en bois énergie, uniquement en bois énergie, avec une complémentarité ou pas. Des enjeux sur la propriété et le foncier, où effectivement, on a quand même autour de 80% des forêts qui sont aujourd'hui privées. Enjeu d'accès à la coupe et de logistique finalement, hein, sur les chantiers qui sont parfois rendus difficiles. Et tout ça, ça a un coût, enfin, ça a une répercussion in fine sur le coût de la chaleur et donc le coût du combustible. Et puis des enjeux sur la gestion des stocks, le financement des stocks pour le bois énergie entre le producteur, le fournisseur, la centrale d'achat. Voilà. Toutes ces questions que j'ai trouvé intéressantes. Et si ce n'est que effectivement, on fait face à la filière forêt-bois, bois énergie est structurée. On l'a vu de par les divers acteurs depuis lundi qui interviennent. Après, effectivement, il y a le coût des énergies en général, hein, fossiles, fissiles, qui sont à prendre en compte pour que la filière bois puisse s'aligner quelque part en trouvant quand même une juste rémunération équitable de toute la chaîne, mais doit s'aligner sur ces différents coûts de l'énergie. Si ce n'est que par contre, en termes d'impact positif environnemental ou en termes d'emploi, malgré le fait qu'aujourd'hui finalement on ne le mesure pas assez, parce que sinon ça serait beaucoup plus vertueux que ce qu'on le ressent aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà, la filière forêt-bois et bois énergie a quand même de beaux jours devant elle, je pense, grâce à cette structuration qui est là, hein, qui est présente et qu'on ressent. Si ce n'est que maintenant, il faut aussi qu'il y ait un développement davantage, hein, toujours, de développement de chaufferie et la filière suivra derrière. Voilà pour mon ressenti, en tout cas, hein, sur les différentes interventions depuis lundi. Nicolas, si tu veux compléter par rapport à… Oui, non, moi je ne vais pas compléter, je vais juste faire écho à deux petites questions qui sont arrivées là tout de suite. Donc, une question, c'est quand est-ce que l'étude de FIBOA dont on vient de parler sera disponible? Oui, donc en fait, comme je vous dis, c'est plein de chantiers différents qui sont vraiment des typologies très différentes de chantiers pour essayer d'avoir des chiffres pour chaque cas de figure de chantier qui pourrait se présenter sur le territoire. Donc, les suivis de chantier, pour la plupart, sont bouclés. Il y en a encore 2 qui sont en cours. Et ensuite, le temps de formaliser tout ça, je pense qu'à l'automne, on pourra avoir des éléments et on les communiquera dans le cadre, je pense, d'une restitution, dans le cadre du CSBE. Je ne sais pas s'il y a une plénière qui est prévue en fin d'année. Ce serait peut-être pas mal de faire un point là-dessus et de les présenter. Et après, on les diffusera au maximum
via nos outils et puis via les outils d'Aura 2E peut-être également. Très bien. Bienvenue effectivement pour une Ok. présentation CSVE. Autre question. Est-ce que la mise à disposition des données LIDAR, notamment, je suppose, dont on a parlé, vont être des données publiques? Donc là, je vous réfère au schéma régional biomasse qui traite directement de ce sujet de la mise à disposition des données qui sont produites. Alors, les données LIDAR sont, je crois, copropriété de l'ONF et du CRPF. Elles ont vocation à être mises à disposition. Alors, je ne sais pas encore la façon dont elles vont être mises à disposition, mais effectivement, ça fait partie des enjeux du schéma régional biomasse, déjà de les développer parce qu'elles ne sont pas encore existantes sur tous les territoires, le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Elles ont d'abord commencé dans l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Et au fur et à mesure, effectivement, de les remettre à disposition. Je vous donne rendez-vous demain pour les 2 derniers ateliers de cette semaine dédiés au bois énergie. Donc, un atelier que je vais animer sur le bois énergie dans l'industrie avec l'intervention d'Olivier Gillet de l'ADEME, de IDEX et Engie qui vous présenteront des actions concrètes et des projets réalisés. Et à 10h30, un autre atelier donc animé par Julien de Fibois Aura qui a trait donc à l'innovation dans la mobilisation du bois énergie en forêt, où on aura un peu de… Différents types d'interventions, ouais, à la fois sur le bois construction, parce qu'il y a de l'innovation aussi dans ce sens-là, vu que si on parle toujours là de complémentarité, et puis d'autres innovations en termes de gestion des stocks, en termes de chaudière aussi, avec Propelay par exemple, ou encore d'autres interventions. Merci à tous d'avoir participé. Vous retrouverez donc toutes ces interventions, ces ateliers à disposition sur notre site internet. Et en tout cas, j'espère que ces ateliers vous auront apporté quelques billes, quelques informations pour continuer à développer de façon durable notre filière bois énergie. Bonne fin de matinée à tous.